Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette séquence qui va mettre à l'honneur les questions, les enjeux de recherche et d'innovation à travers le prix de la recherche sur l'habitat social qui est porté par l'Union sociale pour l'habitat et la Caisse des dépôts. Donc ce prix en 2025 fête sa 11e édition, l'année où le Congrès met en avant les enjeux de qualité du modèle français de logement social. Donc robustesse de son modèle économique, richesse de son accompagnement social ou encore capacité hors norme à fédérer les énergies pour revitaliser les territoires et faire vivre au quotidien la cohésion et la mixité sociale. Toutes ces qualités tiennent pour beaucoup à la capacité d'innovation sociale, à la capacité d'innovation technique, d'innovation politique du secteur HLM, innovation dans laquelle les coopérations avec la recherche jouent un rôle de premier plan. Nous en sommes convaincus et ce prix en est le symbole. La recherche est un levier majeur d'innovation et de réflexion stratégique pour le logement social, pour ses acteurs, pour les élus, en particulier en matière de transition écologique. Donc pour cette édition 2025, le prix USH Caisse des dépôts de la recherche récompense les meilleures thèses qui ont été soutenues en 2023 et en 2024. Et dans quelques instants, un grand prix et 2 prix spéciaux vont être remis aux lauréates et aux lauréats par Emmanuelle Cos, présidente de l'USH, et Costa Castrinidis, directeur adjoint de la Banque des Territoires, que je salue et que je remercie d'être avec nous aujourd'hui, mais également par Bruno Fievet, directeur général de Copéa et membre du COMEX de l'USH, qui était président du jury, mais également par François Hollande, que je salue et qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être présent. Et comme je disais, le palmarès lui a réservé un petit clin d'œil, vous allez le voir avec le Grand Prix dans un instant. J'en profite également pour saluer les membres du jury, pour saluer leur travail et les remercier pour leur implication particulièrement intense durant cet été. Et vous dire également que dans quelques instants, après la remise des diplômes, nous aurons une table ronde où les lauréates et les lauréats auront l'occasion de présenter un peu les principales contributions de leur recherche à destination, encore une fois, des acteurs du logement social et des élus. Un échange qui sera animé par Isabelle Laudier de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts. J'en dis pas plus, je laisse tout de suite la parole à Emmanuelle Cos et Costa Castrinidis pour nous dire quelques mots sur l'engagement de l'USH et de la Caisse des dépôts en matière de recherche. Tout d'abord, je suis très heureuse d'accueillir le président de la République, François Hollande, pour remettre ce prix. C'est la 2e fois, me semble-t-il, que vous venez pour remettre un prix de la recherche dans le cadre du congrès HLM. On en est très heureux. On est aussi très heureux de ce partenariat avec la Caisse des dépôts depuis si longtemps pour soutenir la question de la recherche sur le logement, parce que nous savons combien il est difficile pour les chercheurs de mener leurs études. Nous savons aussi les difficultés de financement de ces travaux, l'engagement pour ces étudiants pour aller au bout de leurs analyses, de leurs réflexions. Et pourtant, elles nous sont très utiles. À chaque fois que nous regardons les articles qui sont primés ou les thèses qui sont primées, mais aussi celles qui n'ont pas été retenues, on voit quand même la qualité de l'analyse qui est faite, et notamment sur le secteur du logement social, les habitants, leur avenir et la manière dont on a besoin, évidemment, de défendre l'idée d'une politique publique de l'habitat. Donc moi, je suis très heureuse d'être là avec vous et je vais laisser la parole à Costa avant qu'on annonce les prix. Merci Emmanuelle, mesdames et messieurs, monsieur le président, madame la présidente. Je suis très heureux au nom de la Caisse des dépôts de dire quelques mots également à mon tour pour me féliciter de cette 11e édition de notre remise du prix de thèse. Cette initiative que nous avions prise il y a 11 ans, elle partait du constat que les travaux académiques sur le logement social étaient parfois insuffisants, ne nous éclairaient pas suffisamment sur les grandes problématiques sociétales sous-jacentes de notre activité. Or, pour un acteur du long terme, comme l'est la Caisse des dépôts, la recherche, c'est fondamental pour pouvoir nous orienter dans un monde plein d'incertitudes. Et je tiens à saluer le fait que 11 ans après, il y a désormais une grande dynamique, un fort intérêt de la part des chercheuses et des chercheurs que je veux saluer. On a reçu 20 thèses cette année et ça a été un travail passionnant que de nous plonger dans ce travail académique, ce qui montre que cette initiative qu'on a prise il y a 11 ans, aujourd'hui elle suscite de l'intérêt, et pour l'ensemble des équipes, à la fois
je pense, de l'Union, pour tous les bailleurs sociaux et en tout cas pour les équipes de la Caisse des dépôts impliquées. Ça nous irrigue dans nos réflexions pour pouvoir penser l'avenir. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une très forte attente sur cette question d'apporter de la visibilité dans une période d'incertitude. Et je tiens vraiment à vous remercier les uns les autres de votre engagement pour nous aider à nous éclairer sur ces questions. Merci Costa. Alors pour laisser durer un tout petit peu le suspense, encore une fois avant la remise du Grand Prix, Bruno Fievet, qui était président du jury cette année, va nous dire quelques mots. Oui, alors ça a été un grand plaisir que d'animer ce jury. Effectivement, ça a été rappelé par Costa, 20 thèses, avec cette année une singularité, c'est que ces thèses avaient des thèmes très variés. Généralement, la sociologie l'emporte, mais là, on avait aussi des thèses sur l'architecture, sur l'urbanisme, l'aménagement, l'histoire. Donc une grande richesse. Il a fallu sélectionner 6 parmi ces 20 thèses, 6 thèses qui ont été en lice, et puis nous aurons donc 3 remises de prix ce jour. Voilà, un grand merci. C'était une expérience nouvelle en ce qui me concerne, et j'ai trouvé effectivement, à travers le propos qui a été tenu par Emma et Costa, une grande richesse de réflexion qui a été apportée et qui a la singularité d'être portée certes par le mouvement des bailleurs sociaux, par des membres de la Caisse des dépôts, ça a été rappelé, mais également par des chercheurs, par des universitaires. Et c'est ce mixte-là qui enrichit, me semble-t-il, la réflexion et la qualité de ce que nous portons en éclairage aujourd'hui. Et puis aussi la capacité à permettre au grand public, peut-être, à travers la focalisation ou l'orientation ou l'éclairage qu'on donne sur ces travaux, singulièrement pour les 3 prix, mais aussi pour les autres, d'avoir cette capacité d'orienter le grand public vers les problématiques de l'habitat social telles qu'elles ont été décrites dans le propos de notre présidente. Voilà, donc j'en terminerai là. Le suspense est encore là. Et je passe la parole, je crois, à Monsieur le Président. Peut-être dans un instant, avant, on va appeler le lauréat du Grand Prix, si vous le voulez bien. Donc sans plus attendre, j'appelle Mickaël Dupuis-Le Bourdolès, docteur en géographie et aménagement et consultant, à nous rejoindre pour la remise du Grand Prix de la recherche 2025 par Emmanuel Cos et François Hollande pour sa thèse « Revitaliser le centre des villes moyennes, action publique et immobilité résidentielle ». Une thèse soutenue en 2024 à l'Université Paris-Est et une thèse qui a porté sur 3 terrains de recherche: la ville de Colmar, la ville de Romans-sur-Isère et la ville de Tulle. Merci beaucoup. Je la lirai avec attention. Il y a un résumé. Donc si Monsieur Hollande, Emma. Bon, d'abord, je voudrais remercier Emma Cos de m'avoir invité à cette remise de prix et saluer l'intervention de la Caisse des dépôts et de la Banque des territoires pour doter le prix, j'imagine, et féliciter le lauréat. Je ne suis absolument pour rien, vous pourrez en témoigner, dans la sélection. Donc ne croyez pas que c'est parce qu'il a travaillé sur la ville de Tulle qu'il a obtenu d'un seul coup le Grand Prix. C'est parce que le travail a été reconnu comme pouvant apporter à la fois au logement social, mais aussi aux villes concernées, une forme d'innovation. Et ce qui m'amène ici, c'est de donner cet éclairage sur le logement social, qui a une image depuis longtemps, et heureusement, de fournir des logements et de donner un accès à des services, mais qui en réalité est beaucoup plus innovant qu'on ne l'imagine, à la fois dans les modes de fourniture et donc dans les modes, y compris de construction, et aussi les modes de relation avec les habitants. Et donc que la recherche et l'innovation soient partie prenante de l'USH me paraît être tout à fait souhaitable pour qu'on puisse améliorer encore à la fois la gestion des organismes et la gestion des villes. Alors, il paraît que la thèse est copieuse et on va me fournir un résumé, peut-être même une phrase de conclusion, et je ferai le savant à Tulle en disant « mais moi j'ai beaucoup travaillé sur la question du logement social et sur les centres-villes ». Pour être plus sérieux, je pense qu'une des raisons qui explique quelquefois le détachement d'un certain nombre de nos compatriotes par rapport à l'élection, au contraire même certains votes, c'est l'idée que ce qui était autrefois fourni par un centre-ville n'est plus assuré.
et que l'image de désolation, même si elle n'indique rien sur le pouvoir d'achat d'un bassin de population, la désolation d'un centre-ville renforce l'idée du déclin, du déclassement, de la perte finalement de ce qu'était une cohésion sociale ou territoriale. Et donc c'est la raison pour laquelle la revitalisation des centres-villes, avec ou sans logement, et même, je n'ai pas lu le travail, mais je pense qu'il faut requalifier des commerces en logement. C'est-à-dire que sur la traversée d'une ville, quand il y a des lieux qui ne peuvent plus être requalifiés dans des surfaces commerciales, on puisse offrir à des personnes à mobilité réduite ou pas, d'ailleurs, des conditions pour occuper la ville. Occuper la ville, c'est la fonction que nous devons nous assigner au-delà de nos responsabilités respectives. Donc bravo, et je reviendrai chaque année, si je suis invité, pour apprendre ce qui se passe sur nos territoires, dans les logements sociaux et bien sûr sur la ville de Tulle. Merci beaucoup. Je voulais ajouter déjà toutes mes félicitations pour ce prix. Je voulais aussi, ce que j'ai oublié de le faire, remercier les membres du jury parce qu'ils ont travaillé cet été de manière extrêmement sérieuse pour lire l'ensemble de vos travaux et ils ont beaucoup discuté. Et pour revenir pour votre thèse, vous remercier pour ce travail parce que c'est justement au cœur de nos discussions actuellement. Au-delà de la nécessité de revitaliser les centres-villes, les centres-bourgs, on s'interroge nous aussi beaucoup sur comment financer du logement social dans des territoires qui, par le jeu des financements aujourd'hui, ne suffisent pas. Ça fait d'ailleurs partie de la discussion qu'on a eue ce matin à 8h, où j'expliquais à la Caisse que j'aimerais des prêts encore plus avantageux pour répondre à cette question-là. Mais au-delà de ça, pour reprendre les mots du président, la question en effet de comment on peut agir face au sentiment de déclin et de déclassement qu'on a dans beaucoup de territoires, alors que ce que l'on voit nous au travers de la demande HLM, c'est qu'aujourd'hui la demande de logement social, elle est sur tous les territoires, qu'il n'y a plus de territoire tendu et détendu, elle est sur tous les territoires et notamment dans des territoires qui n'étaient pas la cible de nos priorités il y a encore quelques années. Donc j'imagine et je remercie ces travaux de recherche qui vont aussi permettre à des bailleurs de comprendre qu'on doit aussi ouvrir notre focale sur où agir et comment le faire. Donc merci beaucoup et puis bravo pour la recherche parce que je sais que c'est un engagement difficile. Alors, merci beaucoup. Merci Monsieur le Président et Madame la Présidente. J'en profite pour remercier déjà effectivement le jury qui a beaucoup travaillé pour lire ces thèses et qui l'a considéré avec intérêt, et de même que le secrétariat de ce prix de thèse. J'en profite pour remercier ma direction de thèse, Christine Lévrier et Johan Mio, le bureau d'études Ville et Habitat qui a accueilli cette thèse pendant 3 ans, l'Union sociale pour l'habitat aussi qui a accompagné cette réflexion pendant 3 ans, en particulier Dominique Bellargent et Dominique Breza, l'Agence nationale pour l'habitat et la Fondation Palladio qui ont elles aussi toutes deux soutenu cette thèse. C'est aussi l'occasion de remercier les différents acteurs sur les territoires que j'ai pu étudier. Alors j'ai vu quelques Alsaciens, des acteurs à Romans-sur-Isère, des tullistes, qui ont accepté de se prêter au jeu de l'enquête et de l'observation pour me dire un petit peu voilà, qu'est-ce qu'ils faisaient en tant que bailleurs, en tant que collectivité, en tant qu'élus sur leur territoire. Alors cette thèse à l'origine, elle part d'une interrogation sur la propension des collectivités locales à vouloir faire évoluer l'occupation sociale de leur centre-ville et en s'apercevant qu'elles investissaient des moyens qui pouvaient être importants pour influer sur le peuplement et sur la transformation du parc de logements existant. Et quelque part, c'était un peu paradoxal. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut prétendre influer sur l'occupation sociale d'un quartier, tel que les centres anciens, qui sont massivement dominés par la propriété privée pour ce qui concerne l'offre de logement. Alors, pour répondre à cette question, 3 résultats. Le premier, il est un peu en forme de constat sur le fait que dans les villes moyennes, les trajectoires résidentielles fonctionnent un petit peu comme une centrifugeuse. C'est-à-dire que lorsque les ménages sont plus stables sur le plan professionnel, sur le plan conjugal, ils tendent à partir davantage vers les périphéries. Et à l'inverse, lorsqu'on observe des facteurs de déstabilisation, eh bien, les ménages reviennent vers le centre-ville. Ce centre-ville qui est aussi une porte d'accès pour l'ensemble du territoire.
Et donc les centres anciens vont jouer un rôle qui est clé dans les parcours résidentiels des ménages en transition, donc des séparations conjugales, des décohabitations du domicile parental, des migrations, un nouvel emploi, un emploi qui peut être précaire, parce que ces quartiers-là concentrent le parc locatif privé, des petits appartements dans le parc locatif privé qui est certes ancien, mais qui est aussi abordable, bien situé et immédiatement disponible pour ces ménages-là. Ce qui donne aussi à ces quartiers une mixité sociale qui est bien réelle, y compris dans les QPV. Le deuxième résultat, c'est que le déclin des centres-villes, lorsqu'on interroge les acteurs publics, il est souvent appréhendé au prisme du peuplement. C'est-à-dire que la composition sociale devient une forme de diagnostic, une causalité du déclin et aussi un objectif de l'action publique. Ce cadrage, il propose un levier qui a quelque chose d'un peu rassurant, c'est-à-dire que finalement, si on parvenait à rééquilibrer le peuplement des centres-villes, eh bien, on parviendrait à faire advenir la revitalisation. Mais, comme je le disais, ces quartiers sont avant tout privés, donc ça signifie que les acteurs publics n'ont pas la capacité d'influer directement sur les mobilités résidentielles, et donc l'essentiel de leurs actions va relever de signaux qui sont indirects sur les espaces publics, sur le commerce, sur la tranquillité. Le troisième résultat, c'est que l'ambition de monter en gamme du peuplement par rapport à la diversification de l'offre de logement, elle va se heurter aux opérateurs qui sont réellement disponibles dans les centres anciens. En pratique, seuls les bailleurs sociaux viennent porter des opérations qui sont lourdes, qui sont longues, qui sont complexes, de restructuration d'ensemble du bâti. Il y a plusieurs exemples à Tulle de cela depuis 20-30 ans, voilà, un bon moment. Et finalement, ces bailleurs sociaux vont améliorer l'habitat, l'environnement urbain et, ce faisant, vont aussi perpétuer la spécialisation locative des quartiers de centre-ville, ce qui vient à l'encontre de ce que souhaiteraient les collectivités locales. D'où une tension qui est structurelle entre, finalement, un affichage politique et la réalité opérationnelle, c'est-à-dire que la requalification avance, l'environnement urbain s'améliore, mais finalement, la transformation du peuplement attendra. Et c'est quelque chose qu'on observe avec d'autant plus d'acuité dans des collectivités locales qui sont, en tout cas dont les élus sont particulièrement opposés au logement social, ce n'est pas le cas de Tulle, et dans lesquels finalement ils se retrouvent quand même contraints de faire appel aux bailleurs sociaux, faute de mieux, puisque personne ne veut intervenir dans leur centre-ville. Ces travaux, ils peuvent apporter quelques éclairages au débat. D'abord sur les besoins, parce que dans une société où les trajectoires géographiques, conjugales, professionnelles sont de plus en plus sinueuses, s'accélèrent, eh bien le parc locatif privé, il répond bien à l'urgence des ruptures par sa structure et par sa disponibilité rapide, comme en témoigne le peuplement des centres anciens. Et le parc social, il a lui aussi vocation à répondre à ces ménages avec une qualité de logement qui est souvent supérieure. Et la question est donc de savoir comment faire adapter la programmation du parc locatif social et ses modalités d'accès pour en faire la réponse naturelle à ces besoins en logement. Ensuite, sur la production, parce que la présence d'opérateurs qui sont capables d'assumer des projets complexes de recyclage immobilier et foncier, elle apparaît comme indispensable partout en France, et en particulier pour porter de petites opérations dans des marchés détendus au bénéfice de petites collectivités. Et dans ces contextes, les bailleurs sociaux sont souvent les seuls à intervenir. Action Cœur de Ville, c'est un programme qui a contribué à ce réinvestissement, et l'enjeu désormais, c'est de pérenniser ce type d'intervention pour l'élargir aussi peut-être à davantage de territoires, notamment dans la perspective du zéro artificialisation nette. Parce que effectivement, la mission première des bailleurs sociaux, c'est bien sûr de loger, mais il faut aussi souligner le rôle qu'ils ont en matière d'aménagement du territoire. Merci encore. Avec plaisir. Merci beaucoup. Il faut refaire une photo ? D'accord. Là, avancez, refaire une photo. Voilà. Hop. Alors. Bravo, c'était super intéressant. On sait qu'on est un des grands acteurs de l'Action Cœur de Ville. Merci à vous. Notamment sur le bassin minime, il faut que j'aille remettre un prix d'innovation. Merci. Bravo encore à Mickaël Dupuis le Bourdolès. Et donc on excuse Monsieur le Président de la République et Emmanuel Cos qui doivent aller remettre un autre prix dans un instant. Mais c'est donc le moment de remettre le premier prix spécial
de ce prix de la recherche et un prix spécial pour Lucas Mont-Saint-Jean, docteur en architecture et architecte associé de l'atelier d'architecture Philippe Prost AAPP. Je l'appelle à nous rejoindre, il est là. Et un prix spécial qui va être remis par Costa Castrinidis pour sa thèse intitulée, et le prix vaut aussi pour son titre, hein, c'est souvent le cas avec les titres de thèse, Faire projet dans le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, territoire, architecture et patrimoine post-industriel des morts terrains au sol vivant. Donc c'est une thèse qui a été soutenue à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles. Alors on doit avoir le diplôme. Avec la petite photo avec Costa. Merci. Costa, est-ce que tu veux dire quelques mots? Merci Bruno, oui effectivement pour saluer et féliciter Lucas Mont-Saint-Jean pour ce prix spécial qui a vraiment un goût de coup de cœur pour nous. À la fois parce que ce travail est un travail original dans la mesure où c'est une thèse empirique qui est basée sur votre expérience dans une agence d'architecture. C'est une thèse qui se déroule sur un territoire qui nous est cher, le bassin minier. Vous savez que la Caisse des dépôts y est très implantée à travers notamment Maisons et Cités, avec cette question finalement de l'héritage du bâti minier et la manière dont on fait vivre cet héritage, mais en se projetant vers l'avenir. Notamment suite à la classification UNESCO qui a dû intervenir en 2012. Et la première partie de votre thèse se lit comme un roman. Donc les équipes ont beaucoup apprécié et ont fait d'ailleurs un très bel hommage à votre thèse dans la manière dont ils l'ont décrit. Et une deuxième partie avec des illustrations remarquables et avec finalement cette question au final qui nous éclaire sur une des orientations qui nous importe beaucoup aujourd'hui, qui est comment transformer ce qui est déjà là. Alors là, on est sur un patrimoine remarquable, certes, chargé d'histoire, mais finalement, quand on va aller demain sur la transformation de bâtis déjà existants, de ce qui est déjà là, on aura ces mêmes interrogations à l'intérieur des villes, à l'intérieur de nos territoires, sur la manière de conserver un héritage et en même temps d'inventer des nouveaux usages. Et c'est ce que vous nous invitez à penser finalement avec vos travaux. Et donc vraiment un immense bravo et un grand merci pour ce que vous apportez à ce débat. Bravo à Lucas. Et Lucas, en 3-4 minutes, si pareil, vous pouvez nous faire part un peu des principaux résultats et puis des principales contributions de votre travail. Est-ce que ça marche ? Merci aux organisateurs du jury. Merci pour cette introduction qui était déjà un résumé très complet. Donc je vais pouvoir être encore plus bref. Je suis particulièrement sensible à la reconnaissance de la dimension sociale de cette recherche menée en tant qu'architecte et aussi de l'engagement à travers ce prix, de l'engagement de l'atelier d'architecture Philippe Prost dont je suis associé sur ces thématiques et sur ce territoire du Nord et du Pas-de-Calais qui nous est cher. Le montage particulier de ce prix transdisciplinaire aussi qui associe 3 collèges différents, collèges issus de l'USH, de la Caisse des dépôts et du monde académique, résonne particulièrement avec effectivement la nature de mon travail, de cette recherche par le projet, pensée comme une recherche engagée, impliquée avec la société et qui cherche à relier justement pratique et théorie. Donc en cela, merci encore pour ce prix. Donc résumé en 3 minutes, 500 pages et 5 années, c'est un exercice difficile. On va aller vraiment très aux principaux résultats et 2 points un peu de vigilance. D'abord, la conjoncture du renouveau. Ce bassin minier s'est construit sur 2 siècles et sur 120 km de long pour l'exploitation industrielle du charbon tiré de son sous-sol et a entraîné en surface la construction de plus de 100 000 logements pour les mineurs, aujourd'hui qualifiés de sociaux. Ce territoire rentre maintenant dans un moment de bascule importante, de conjoncture, dans la lignée de l'engagement pour le renouveau du bassin minier, signé en 2017, et de son inscription à l'UNESCO, que vous avez rappelé, en 2012. Tous ces changements entraînent forcément des succès, des échecs, des points de friction, de conflit. Et cette thèse a cherché à décrire, pour l'avoir vécu depuis le point de vue d'un architecte, justement, toutes ces controverses, ces débats qu'il y a pu avoir, et tenter de participer à parfois modestement reposer un peu le débat pour apaiser et faire avancer cela. Deuxième point, le nécessaire décloisonnement pluridisciplinaire.
Dans le bassin minier, la disparition de l'acteur central qui était Charbonnage de France après la nationalisation, qui contrôlait tout, du logement jusqu'à l'outil industriel, sa disparition brutale a laissé une multitude d'acteurs éparpillés dans leurs compétences et leurs pouvoirs respectifs. En cela, le bassin minier est aujourd'hui un cas d'étude d'une approche territoriale partenariale, où les collectivités, les services de l'État doivent être aux côtés des bailleurs sociaux historiques que sont Maisons et Cités liées à Caisse des dépôts et SIA Habitat. La transformation résiliente de ce territoire ne peut se faire que par une approche collective, partenariale et transdisciplinaire, en rupture avec l'approche en silo historique. Dernier point, la revalorisation de l'architecture des corons, si dénigrée, si mal aimée. La politique de logement dans le bassin minier a constitué un véritable laboratoire des évolutions du logement ouvrier en France et en Europe, et au-delà du logement social en général. Au cours de plus de 2 siècles, les variations typologiques, architecturales et urbaines mises en œuvre ont produit des logements de grande qualité, encore habités aujourd'hui. Citons les corons, les cités modernes préfabriquées et les premières cités-jardins. La relecture des qualités de ce logement réhabilite le travail des donneurs d'ordre, des architectes et des urbanistes qui ont construit au cours du temps des bâtiments innovants et durables à la fois. En conclusion, juste deux idées, 2 interpellations. 1. L'importance de la dimension mémorielle. La question du logement social interpelle directement et nécessairement les questions mémorielles et patrimoniales. Les dynamiques urbaines et sociales interagissent avec les processus de patrimonialisation, faisant de la fabrique patrimoniale et des émotions associées l'une des dimensions importantes du changement urbain contemporain. Nous voyons aujourd'hui combien les questions d'identité et de nostalgie sont brûlantes dans ces territoires. Il est primordial de se ressaisir de ces problématiques aux côtés de celles de l'habitat. Et dernier point, la question des démolitions. Cette thèse propose de repenser l'histoire et le patrimoine, non plus comme une contrainte poussiéreuse, mais comme un levier, une ressource de projet et un levier d'aménagement dans une logique de recyclage urbain. Encore aujourd'hui, de très importants ensembles urbains des années 1920 sont rasés sans que personne ne s'en émeuve au gré des bilans financiers. Je souhaite alerter sur la disparition d'un patrimoine bâti que ne saura plus jamais reconstruire dans de telles qualités. Dans le contexte actuel de crise sociétale et environnementale, il faut désormais dépenser plus de matières grises, c'est l'objet de ces thèses, pour dépenser moins de matières premières sur les chantiers. Bravo, merci et encore félicitations. Vous pouvez laisser le micro ici. Alors maintenant, place au second prix spécial de cette édition 2025 du prix de thèse. Et j'appelle Nadia Abdeslam, qui est juste ici, voilà. Bienvenue, qui est sociologue, chargée de mission à la métropole de Lyon, et donc auteur d'une thèse intitulée « Le logement d'abord, une innovation institutionnelle, une tentative de transformation des politiques sociales de l'habitat pour mettre fin au sans-abrisme ». Alors on va vous remettre tout de suite le petit diplôme. Remis donc par Bruno Fievet, président du jury, et Hakim Lalou, vice-président du jury et directeur du développement à la direction des prêts de la Banque des Territoires. Bruno et Hakim, est-ce que vous souhaitez dire quelques mots brefs et après on va laisser la parole à Nadia. Mots brefs parce que le temps est compté et je préfère laisser la parole à Nadia, c'est quand même elle qui a travaillé. C'est la thèse de sociologie, ce que je disais tout à l'heure dans mon propos introductif, une thèse sur l'aménagement et les centres-villes, une thèse sur l'architecture et puis une thèse de sociologie qui est récompensée et qui met en avant cette analyse que vous faites des différences politiques mises en place sur Lyon, que vous connaissez bien, je crois, mais pas que, en comparaison des politiques donc visant à juguler le sans-abrisme, et Dieu sait si c'est un sujet ô combien encore important et qu'il convient de regarder. Voilà, donc une thèse de comparaison, une thèse de proposition, une thèse qui analyse la qualité des politiques qui ont été menées dans différents territoires métropolitains, aujourd'hui on dirait métropolitais, de grandes villes à l'époque. Donc encore toutes mes félicitations sur ce thème-là, quoi. Voilà. Hakim, je crois que tu interviens tout à l'heure. Voilà. Je vous laisse la parole. Nadia, c'est à vous. Voilà, donc commencer bien sûr par
remercier le jury et puis également toutes les personnes qui ont permis qui m'ont permis de réaliser cette recherche. Donc Gérald Gaglio, bien sûr, mon directeur de thèse, S Métropole Habitat et la métropole de Lyon, les membres du GIE La Ville Autrement et du pôle public de l'habitat, ainsi que toutes les parties prenantes qui sont engagées dans cette politique du logement d'abord sur laquelle j'ai pu travailler. Alors le logement d'abord, il se présente comme une voie alternative pour mettre fin au sans-abrisme, en organisant au plus tôt l'accès au logement, avec un accompagnement selon les souhaits et les besoins des personnes, sans avoir à passer par des hébergements temporaires. Cette approche, elle a émergé dans les années 90, et puis elle circule depuis dans les pays occidentaux, et elle oriente en France depuis 2009 la politique publique et l'action collective pour résorber le sans-abrisme. Ce logement d'abord, il est porteur, on peut dire, d'une promesse autour d'un droit au logement et à l'habiter effectif pour tous. Et en même temps, c'est un objet flou, ambigu et très controversé, qui est aussi révélateur des transformations qui sont à l'œuvre dans les politiques sociales de l'habitat. Alors, pour le caractériser un petit peu à l'issue de cette thèse, vous dire que, en premier lieu, sa nouveauté, elle résulte d'un réassemblage où se mêlent l'ancien et le nouveau, en combinant à chaque fois des éléments qui sont déjà là, par exemple le logement accompagné ou les équipes mobiles, et en retravaillant avec des pratiques émergentes comme le rétablissement, le travail pair, la réduction des risques, et en retravaillant également les règles, en particulier la prédicabilité, la capacité à habiter, mais aussi toutes les conditions d'accès et d'accompagnement au logement telles qu'elles existent. À chaque fois, il en ressort des appropriations singulières sur tous les territoires et dans les organisations qui les mettent en œuvre. C'est important de dire que ce n'est pas une création ad hoc et du coup, c'est les acteurs qui se saisissent du logement d'abord qui lui donnent forme. D'un territoire à l'autre, on a des hybridations, des controverses qui font évoluer la doctrine et à ce stade, on a des conceptions et des pratiques du logement d'abord qui coexistent très différentes, sans consensus à ce stade sur ce que le logement d'abord doit être. On peut dire que la doctrine, elle est en construction et elle n'est pas stabilisée. Dans la période récente, la pratique du logement d'abord, elle s'est diffusée et il a des effets institutionnels certains, ne serait-ce qu'une politique, une stratégie nationale en France et un grand nombre de projets qui sont engagés, des coopérations nouvelles également. Pour autant, on peut dire qu'à ce stade, l'accès direct au logement, il n'est pas devenu la norme. Le passage par les hébergements temporaires précaires reste prédominant. Et également, le sans-abrisme, il a progressé. Alors, en aparté, on me disait, c'est un peu décevant. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que le processus d'innovation, à ce stade, il n'est pas abouti, mais ce n'est pas forcément une surprise compte tenu des transformations à mener. Et par contre, on peut dégager quelques enseignements pour poursuivre. Le premier, c'est de dire les sphères de l'action publique, elles sont interdépendantes. Et donc, pour résorber le sans-abrisme, il faut synchroniser les politiques publiques en matière aussi de logement, de politique migratoire et d'asile, d'accès aux droits, d'accompagnement, de santé et d'insertion. Ce qui a mis en difficulté aujourd'hui le programme tel qu'il a été déployé à ce stade. C'est aussi important de dire qu'opposer l'hébergement et le logement est une impasse. En France, l'aide sociale à l'hébergement, elle recouvre un ensemble de droits, de protection et de moyens qui sont essentiels pour accompagner en logement les personnes en grande difficulté dans une diversité d'habitats sociaux. Et donc, c'est plutôt les articulations qui sont à repenser que le retrait de l'hébergement et du logement temporaire au profit d'un logement ordinaire unique. Et ce qu'on peut dire également, c'est qu'il y a des alternatives à l'hébergement qui sont explorées pour permettre aux personnes très vulnérables d'habiter dans la durée, dans un logement ordinaire, en habitat partagé ou alternatif. On est un peu dans la poursuite du mouvement de désinstitutionnalisation qui en France a commencé dans les années 70, donc rien de nouveau. Mais on peut dire que le logement d'abord, il s'inscrit dans cette mouvance et il vient l'accompagner avec du coup des enjeux qui sont au cœur des missions du logement social et un cadre avec le logement d'abord qui permet de construire des partenariats pour tous les acteurs et les institutions qui sont partie prenante de ces réponses qui concernent les personnes sans abri, mais aussi toutes les personnes en situation de vulnérabilité. Voilà, j'en arrêterai là. Merci. Un grand merci et bravo à vous.
Alors on est un peu en retard, donc je vais faire vite, mais c'est l'occasion aussi de vous dire que 3 thèses ont également été mentionnées au palmarès par le jury. La thèse d'Antonin Gay-Dupuis sur l'histoire des politiques de résorption des bidonvilles de l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, la thèse d'Angèle Launay sur la rénovation énergétique en milieu rural et la thèse de Noémie Stella sur la précarité résidentielle des personnes LGBTQ+, sans logement personnel. Vous dire également, et vous pouvez les retrouver à la fois au centre de ressources, sur le site de l'USH, les dernières publications en termes de recherche. Vous retrouverez le livret des 10 ans du prix de la recherche qu'on a célébré l'année dernière avec toute une série de contributions, le livret du prix de l'article scientifique de l'an passé également, et le tout nouveau, il sort tout juste de l'imprimerie, le panorama 2026 de la recherche sur l'habitat et le logement, où vous retrouvez un recensement quasi exhaustif de toutes les initiatives de recherche sur les questions d'habitat et de logement actuelles en France. C'est aussi l'occasion pour finir de remercier les partenaires du prix de la recherche sur l'habitat social. Donc évidemment la Caisse des dépôts et consignations, mais également le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le PUCA, le plan urbanisme, construction, architecture, qui est un partenaire de longue date, et également le REAL, le réseau recherche, habitat, logement. Merci à toutes et à tous. Merci aussi à Gabriela Mensa pour son appui précieux dans l'organisation. Et j'invite les lauréates, les lauréats et les membres du jury à me rejoindre sur la scène pour prendre une photo tous ensemble. Et juste après, on démarre la table ronde avec les lauréats. Donc, les membres du jury, je vous invite à nous rejoindre. Et probablement à se resserrer un peu. Merci à vous et sans plus attendre, j'invite les lauréats et la lauréate à s'installer avec Isabelle Laudier, Hakim Lalou, Bruno Fievet et Fabrice Escafre. On est en train d'ajuster la mise en place. À Bruno, donc c'est ce casse. Bonjour. Oui, non, mais oui, très bien. Merci. Alors en attendant que les chaises soient repositionnées, que tout le monde s'installe autour de la table, je rappelle donc qu'on va redonner la parole à tout le monde dans un temps assez court, puisque nous avons 20 minutes pour cet échange. L'idée, c'est d'une part de rappeler un peu les enjeux, bien sûr du prix, mais surtout ce que les différents collèges qui sont partie du jury ont appris, ou les enseignements qu'ils ont tirés du jury de cette, enfin, du prix de cette année, avec les différentes problématiques qui ont été discutées. Et ensuite, on redonnera la parole aux différents lauréats, peut-être avec une petite question pour essayer de
de faire dire des choses un peu différentes de ce que nous avons entendu. Ça va être dur parce que les présentations ont été très complètes. Donc peut-être le président du jury, Monsieur Fievé. Oui, merci de me redonner la parole, mais je vais la passer très rapidement à mon collègue Hakim, qui a été vice-président de ce jury. Je le rappelais, la singularité de cette année, c'est une diversité de thèses qui ont trait à la sociologie, à l'histoire, à la géographie, à l'aménagement. Ce qui a donné donc vraiment une qualité d'échange qui était très, très riche pour ce jury. Aussi une diversité des sujets répartis géographiquement. Souvent, on parle des métropoles, des grandes métropoles, des problématiques liées à ces concentrations urbaines. Cette fois-ci, nous avions, et le Grand Prix a été justement orienté vers un sujet qui a trait aux villes moyennes. Et donc, il y avait une grande diversité de secteurs géographiques, en quelque sorte, qui étaient touchés par les travaux qui ont été présentés. Voilà, donc cette année, une grande richesse d'interventions. Moi, je suis toujours très fier de voir que des gens issus de milieux a priori différents, l'USH, la Caisse des dépôts, bon, il y a quand même une grande connexion, et le monde universitaire qui sont capables de se retrouver à travers des trios, puisque c'est le principe de lecture, et de faire une synthèse de ces travaux, de pouvoir en discuter, de pouvoir les présenter, et de voir comment les thèses présentées peuvent contribuer à mettre en éclairage ce que et la Caisse des dépôts et l'habitat social souhaitent avoir s'agissant des problématiques qui sont les nôtres concernant l'habitat social. Donc ça m'a semblé être vraiment quelque chose de très riche. Et je rejoins Costa quand il disait tout à l'heure 11 ans et pas une ride en quelque sorte, quoi, hein, vraiment très bien. Merci infiniment. Hakim, quels sont les enseignements ou quelles ont été les découvertes dans le cadre de cette édition des prix de thèse ? Bien, écoutez, déjà vous dire que je suis particulièrement heureux d'être à vos côtés cet après-midi et puis de faire partie des 25 personnes qualifiées, on va dire, du secteur HLM qui ont fait partie du jury pour mettre, j'irai en lumière ces recherches et identifier vos réflexions qui font que, eh bien, on fera mieux à l'avenir. Alors peut-être que l'une des questions qu'on s'est tous posées, c'est, mais sincèrement, qu'est-ce qui fait que dans le cadre du prix Union sociale pour l'habitat, Banque des territoires, on s'est collégialement mis à lire 10 000 pages de thèse pendant l'été? Bon voilà, on s'est tous posé la question et en réalité, on a tous été happés par la qualité des productions en matière d'analyse sur le logement, l'aménagement, les empreintes carbone, les dimensions architecturales, sociales, etc. Et donc pour être très concret sur typiquement pourquoi la banque... Enfin, qu'est-ce qu'on tire en tant qu'opérateur au service finalement des bailleurs sociaux? On est financeur, on est un maillon de la chaîne pour permettre l'émergence. Et donc si on reprend typiquement la thèse de Monsieur Dupuis Le Bourdelès, eh bien il y a toute cette analyse autour des inducteurs des dynamiques de peuplement et donc de l'attractivité des territoires, de l'attractivité des actifs et donc eh bien du fait que finalement eh bien ces immeubles comprenant des logements sociaux sont attractifs et donc on est en plein dans un matériau, dans une réflexion qui vient alimenter nos propres travaux pour accompagner au mieux la redynamisation des villes moyennes. C'est également le cas par rapport à la thèse de Madame Nadia Abdessalam autour de la politique logement d'abord, qui est un objet, comme vous l'indiquiez, qui est relativement récent, 2017, et qui a une dimension très profondément territoriale et partenariale et qui fait que c'est quelque chose qui est mouvant et donc pour comprendre les cinétiques et savoir comment les accompagner en tant que financeur qui accompagne le secteur du logement social, eh bien c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis c'est également le cas par rapport à la thèse de Monsieur Mont-Saint-Jean, puisque par rapport au bassin minier, à tout ce qui est des prises industrielles, au retraitement de ces territoires, comment redynamiser les choses, comment construire des projections
réflexion et une attractivité. On est en plein, finalement, dans les dispositions, je dirais, financières, mais également les programmes que l'on déploie pour accompagner et mettre à disposition des dispositifs financiers qui permettent au territoire d'être plus attractif pour l'avenir. Et donc en synthèse, voilà, on est vraiment ravis d'être partenaire de ce prix Union sociale pour l'habitat Banque des territoires, parce que très concrètement on en tire énormément de valeur. Vos réflexions, et c'est peut-être mon mot de la fin, je vois que je suis un petit peu long, c'est vous dire, premier élément, merci, et deuxième élément, il y a un énorme boulot autour de ces 10 000 pages de thèse, mais soyez vraiment certains d'une chose, c'est que nous, on en a pris connaissance, mais surtout on a capté énormément de valeur par rapport à vos réflexions, et que grâce à ça, dans le cadre de nos développements de nouveaux produits financiers au service du secteur HLM, on essaiera de produire des choses qui présagent d'un avenir encore meilleur. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Fabrice, donc, en tant qu'universitaire, quelles sont les innovations, les nouveautés dans les sujets que nous avons discutés ? Oui, du point de vue d'un point de vue plus académique et puis du point de vue du réseau recherche habitat logement, je mettrai peut-être en évidence trois premiers points à partir des 3 travaux. Le premier, c'est qu'on a des travaux divers disciplinairement, ça a été dit. On a des travaux divers aussi par leurs objets, mais des travaux divers par leur méthode, leur méthodologie. On a un travail qui fait le choix d'une monographie extrêmement approfondi, c'est extrêmement courageux et ça permet un travail dans le temps long, ça permet un travail en transversalité, ça permet de sortir des silos et de voir à quel point il est nécessaire de sortir des silos. Et il me semble que c'est à souligner parce que c'est pas si fréquent, mais quand même sur les 2-3 dernières années du prix, on voit réapparaître des travaux monographiques après une longue phase de travaux quasi obligatoires de comparaison. Bon, on a un travail de comparaison national sur 3 villes, ça a été dit tout à l'heure, mais en fait la thèse elle porte aussi au début sur 9 villes, puis seulement sur 3. Donc il y a un vrai travail d'objectivation de qu'est-ce qu'une ville moyenne, de la diversité des villes moyennes, et pas simplement un travail sur, entre guillemets, 3 villes choisies un peu par hasard. Et puis on a un dernier travail avec les questions de circulation internationale d'un modèle d'action publique. Autrement dit, logement d'abord, d'où ça vient, ça ne vient pas de nulle part, comment ça s'applique en France, qu'est-ce que ça induit localement. Ça, il me semble que c'est quelque chose qui est à souligner, c'est-à-dire on parle de diversité disciplinaire, mais aussi de choix méthodologiques forts faits par des chercheurs qui, tous les 3, ont été très près de l'action. Parce qu'on a 2 thèses chiffres et une thèse qui a été réalisée en parallèle ou en complément d'un investissement professionnel. Ça aussi, c'est un peu différent des 2 dernières années du prix, où on avait des travaux plus extérieurs. Là, on a des travaux qui ne font pas l'économie de la critique, mais d'une critique qui est aussi tout à fait consciente d'un certain nombre de transformations à l'œuvre, parfois potentiellement pas assez rapide, parfois inexistante, mais parfois aussi, on le voit bien sur le logement d'abord, qui sont à l'œuvre, peut-être encore une fois pas assez vite, qui n'allant pas assez vite, mais qui néanmoins sont là. Donc des thèses avec une proximité problématisée à l'action. Et ça, c'est pas du tout facile, me semble-t-il, quand on est un chercheur. Et si on lit les thèses, on verra qu'il y a des réflexions là-dessus. Je pense notamment à la vôtre, qui montre bien à quel point il est difficile de travailler sur un objet sur lequel on travaille aussi en tant qu'acteur. Et c'est des choses qu'on voit de plus en plus apparaître dans la recherche sur ces objets. Et puis, dernier point, au moins 2 des 3 thèses qui nous parlent d'habitat social, mais avec un petit pas de côté par rapport à certains des objets les plus habituels finalement du logement HLM notamment, puisque on est sur le parc social de fait, dans le parc privé, où on est avec une approche sur des types de cités tout à fait particulières, les cités minières aussi. Et ça, je trouve que c'est peut-être une caractéristique de cette année, que de nous inviter aussi à avoir une approche plus globalisante de cette question de l'habitat social, dont on voit bien le centre et le cœur avec le logement HLM, mais dont on comprend aujourd'hui, notamment dans un certain nombre de territoires tels que les villes moyennes, à quel point il faut en avoir une approche beaucoup plus élargie, intégrant par exemple le parc privé, mais aussi évidemment avec la passerelle jusqu'à ou à partir de l'hébergement. Donc ça, c'est mon point de vue un peu général. J'aurai ensuite, mais si on a le temps, quelques points plus particuliers sur chacune des thèses. Merci beaucoup. Nous allons redonner la parole au lauréat. Donc, Michael Dupuis-Le-Bourdelès, sur la question des villes moyennes, la redynamisation des centres-villes de villes moyennes. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qui vous a conduit à partir du peuplement? Parce qu'on parle d'abord souvent de la redynamisation commerciale. Mais vous avez choisi de parler du peuplement comme un levier essentiel de la redynamisation.
Oui, c'est très juste. Effectivement, à l'échelle nationale, c'est souvent l'image des commerces fermés, des vitrines vides, badigeonnées un peu au blanc de Meudon qu'on a un peu en tête. Et c'est aussi l'image que j'avais en arrivant dans ces terrains-là. Et en fait, quand on prend le temps d'écouter les acteurs, on s'aperçoit que déjà, il y a tout un récit autour du déclin urbain. Un récit qui est très négatif, un sentiment de perte qui est extrêmement puissant. Et que les acteurs relient effectivement à la question commerciale. Mais en fait, assez rapidement, ils vont faire le lien avec des dynamiques de peuplement dans le centre-ville, l'arrivée de populations qui sont un petit peu plus populaires, voire pauvres, et à l'inverse, le départ des catégories de population plus solvables vers les périphéries. À l'inverse, on ne va pas forcément retrouver dans le discours des acteurs locaux des références soit à la désindustrialisation, soit aux zones commerciales périphériques par exemple, mais plutôt une réflexion sur en quoi les caractéristiques des habitants du centre-ville ont changé et en quoi ça a alimenté cette dynamique de dévitalisation. Et finalement, ça permet aussi aux acteurs de donner un sens à ce déclin urbain. Sans quoi, finalement, c'est quand même un problème qui est extrêmement complexe et qui mélange différentes échelles de réflexion, différentes thématiques d'intervention, différents secteurs d'action publique. Alors que cette mécanique de réflexion par le déclin et par le peuplement, elle présente vraiment cet avantage-là aussi de pouvoir quelque part se dire qu'on peut avoir une prise sur ce mécanisme de revitalisation. Merci beaucoup. Je vais peut-être faire un premier tour éventuellement si on a le temps. Donc Lucas Mont-Saint-Jean, avec votre thèse en architecture sur le bassin minier, qui a été très très soutenue parce qu'elle a été aussi jugée très innovante. Vous l'évoquiez très rapidement à la fin de votre propos. Vous parliez du recyclage du bâti et donc de l'importance de resituer ces questions de patrimoine dans une dynamique de transition et donc de ressources, mais vous parliez aussi de faire de ces lieux de rénovation ou de rénovation des écosystèmes de vie humains, mais aussi des vies au sens du vivant. Également, vous faites le lien entre le bâti et le sous-sol. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Oui, alors effectivement, la thèse, j'ai choisi de la découper en trois parties, qui sont trois en fait, couples dialogiques, qui sont des objets qui m'ont intéressé particulièrement. Le premier, c'était le dessus-dessous. C'était l'idée que sur ce territoire, en fait, il fallait sortir aussi de la vision surplombante, cartographique, et finalement réfléchir en couple. Parce que les restes bâtis aujourd'hui d'occupation de surface ne sont en fait que le reste de ce qui se passait à 800 000 mètres sous nos pieds et que ça continue encore à travailler de façon matérielle avec des effondrements, des inondations, ou immatérielle par des fantasmes, des peurs, des attachements à ces dessous. Donc ça, c'était une première réflexion sur le dessus-dessous, effectivement. La deuxième réflexion, elle portait sur la question du monumental et du banal, qui est très particulière sur ce territoire. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a frappé en y allant, c'est qu'on voit une échelle absolument monumentale sur des centaines de kilomètres venus et les terris, les fameux terris qui surplombent, qui sont des montagnes artificielles, comme il faut dire, qui sont absolument spectaculaires. Et à côté, ce qu'on voit, c'est la figure de la banalité, dite sans aucun mépris, vraiment, c'est-à-dire les maisons de mine, c'est-à-dire R+1, toit à deux pentes, cheminée, porte, jardinet devant, mais répété à une échelle colossale, ce qui fait qu'il y a quelque chose d'assez étrange, un peu troublant dans ces figures assez apaisantes de la banalité reproduite à une échelle monumentale et qui pose des questions donc patrimoniales, typologiques, sérielles et aussi de reproductibilité. Vous savez très bien que du coup, face à une situation comme ça où on a 26 000 fois la même maison, on ne va pas faire 26 000 projets, 26 000 chantiers. Il y a un effet de levier qui est tout à fait intéressant à travailler là-dessus. Et le dernier, effectivement, c'était la question de l'inerte et de le vivant. C'est une thématique évidemment actuelle qui traverse toutes les sciences et la plupart des recherches, mais finalement qui était de se dire, du point de vue de l'architecte, finalement, sait-on vraiment ce qu'est le vivant et ce qu'est l'inerte? Ça m'a intéressé que même la NASA ne s'est pas très bien posé la définition du vivant. En fait, il y a une gradation continue et qu'en fait, entre le bâti, son occupation et l'humain qui l'occupe effectivement, mais entre l'animal, le végétal, l'imbrication de tout ça, il y avait une forme de continuité de tout cet écosystème qui pouvait se développer et qui nous invitait à réfléchir un peu autrement. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura le temps de faire un troisième tour. Donc, Nadia, sur la question du logement d'abord.
Vous avez bien insisté dans la présentation sur le fait que c'était une innovation institutionnelle, mais qui n'avait pas encore trouvé toutes ses formes et qui n'était pas encore stable. Ce que j'ai trouvé intéressant dans votre conclusion, c'est que vous en tirez des réflexions, vous posez des questions en termes d'articulation entre les différents systèmes de politique sociale, puisqu'on parle de logement, mais aussi de santé ou de traitement de mentaux. Enfin, vous parlez de toutes ces questions d'articulation des politiques sociales, et ça, c'est très important. Et également d'articulation entre les différentes échelles. Et donc là aussi, peut-être quelques mots pour développer la conclusion de votre propos tout à l'heure. Merci. Donc effectivement, la particularité du sans-abri, c'est que finalement, c'est un révélateur de toutes les formes de vulnérabilité qui sont produites dans les sociétés. Hein. Et du coup, ça vient visibiliser tout un ensemble d'effritements ou de réponses qui ne sont pas des choses nouvelles, mais qui, sur la scène un petit peu du sans-abri, du coup, appellent des réponses qui partent toujours de préoccupations au plus près du terrain, mais qui impliquent qu'à différents niveaux, et au niveau local, mais aussi au niveau national et dans les réseaux de promotion, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de choses se jouent au niveau européen, il y ait des interdépendances pour qu'il y ait des réponses nouvelles qui puissent se construire et arriver à réorienter un petit peu toute la manière dont on peut cadrer aujourd'hui, la manière de cibler pour chaque institution ses publics et les réponses qu'elle doit y apporter. Et du coup, ce qui est assez intéressant, il me semble, dans la manière dont s'organisent aujourd'hui les réseaux d'action autour de la lutte contre le sans-abri, c'est qu'on voit bien que sont liées toutes les formes de réponses sur l'habitat très social, mais aussi la question du logement ordinaire et toutes les réponses à y apporter, avec une réflexion sur les formes d'habitat à mettre à disposition, et la manière dont on peut organiser des réponses qui viennent étayer et rendre possible un habité où pour l'organiser, il faut pouvoir apporter du soin au plus près du domicile, il faut pouvoir prendre en charge les préoccupations autour de la santé, somatique mais mentale, il faut pouvoir régler la question des revenus, des droits, Et donc on a aujourd'hui des connexions entre les politiques publiques qui sont de plus en plus fortes et qu'on voit se jouer un petit peu à toutes les strates, du plus local au niveau européen et supranational. Voilà. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'il nous reste 8 secondes. Non, 3 minutes ? Ah, ok. Fabrice, peut-être des micro-questions ? Oui ? Une question, 1 minute. Oui, moi j'avais une question, si j'en ai qu'une à formuler, qui est peut-être un peu transversale aux trois et répondra qui veut ou peut. C'est finalement qu'il me semblait qu'il y avait un peu une sorte de point commun autour de la notion de soin. Soins ou théorie du care ou application des questions de soins, évidemment clairement mentionné dans votre travail sur le bassin minier, mais forcément qu'on ne peut pas ou difficilement travailler sur les sujets comme le logement d'abord sans avoir des allusions ou des références à cette même notion. Et d'une certaine manière, c'est peut-être moins clairement exprimé dans votre travail, mais il me semble que la notion est sous-jacente. Et je me demandais si par rapport à ça, vous n'aviez pas l'impression qu'aujourd'hui, cette notion de soins, elle est en train son usage est en train de se répandre très fortement bien au-delà de son terreau d'origine théorique, pour nourrir l'ensemble en fait des travaux sur l'habitat, le logement, tant du point de vue du bâti, du peuplement, que des trajectoires résidentielles. 3 réponses très très courtes chacun. Très rapidement, effectivement, je ne parlerai que de ma discipline, qui est celle de l'architecture, mais c'est vrai que la notion du soin qui n'existait pas du tout en architecture, et aujourd'hui, il y a une chaire dédiée à ces thématiques-là, etc. C'est un sujet émergent. Et c'est vrai, moi je l'ai pris plutôt travaillant sur un patrimoine bâti, sur la notion de réparation, c'est-à-dire la dimension réparatrice de l'architecture au sens matériel, comment on peut réparer une toiture, une charpente, mais comment aussi on peut réparer des territoires en difficulté et des sortes d'offenses qui a été fait à des habitants d'un territoire. Du coup, autour du logement d'abord, moi, ce qui me semblait intéressant, c'était autour du soin, la question de comment est-ce qu'on rend possible la progression des droits humains, et puis comment est-ce qu'on rend possible aussi l'autonomie de vie. Voilà, c'est peut-être ça qui est convoqué au-delà de la question du care. Merci.
Et effectivement, pour répondre en une seconde, oui, c'est effectivement un sujet un peu le même, c'est celui de la réparation du bâti déjà existant, de l'enveloppe qu'aujourd'hui on peut mettre à disposition d'autres types de ménages et qui sont eux aussi des ménages dont les caractéristiques, un instant de la vie, les amènent à avoir besoin de conditions particulières de logement. Et en soi, effectivement, ça correspondrait tout à fait. Un grand merci. Je crois que nous avons tenu les délais. Merci beaucoup et encore bravo aux lauréats.